Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité. Vous avez grandi dans une famille où l'on aimait des tableaux qu'on ne pouvait pas qualifier de croûte. Les bons petits plats sont également proscrits dans votre nouveau livre, ce qui ne vous empêche pas d'être devenue une romancière de poids. Bonjour Cécile David-Veil. Merci, bonjour Jacques Pessis. J'aime beaucoup l'introduction. Ah bah je crois que j'ai tout mis là. Ah là. J'en ai pas fait des tonnes. Bref, vous êtes romancière, vous avez un parcours de vie totalement atypique qu'on va évoquer. Votre nouveau livre s'appelle La Cure chez Odile Jacob, on va en parler. Mais surtout, on va revenir sur ce parcours, c'est le principe des clés d'une vie, tout à fait atypique comme je l'ai dit, et avec des dates clés. Et la première ne vous concerne pas directement, mais elle concerne votre famille. C'est le 14 octobre 1994. Hélène David-Veil, votre mère, est élue présidente de l'Union centrale des arts décoratifs. Ce qui est une chose très importante. Très importante. Et c'était très important pour elle. Ma mère fait partie de cette génération de femmes qui se sont lancées sur le tard dans la vie active et pour lesquelles la reconnaissance était cruciale. Et elle s'est lancée à corps perdu dans cette aventure et elle a toujours été passionnée par les arts décoratifs. Et elle a fait un travail extraordinaire. Alors, l'Union centrale des arts décoratifs, c'est une institution culturelle qui réunit des musées, des lieux d'enseignement, des bibliothèques autour de l'art de vivre, du design, du textile, de la pub, du graphisme. Bref, c'est un univers peu connu du grand public. C'est vrai, mais ça vient de plus en plus. En fait, le musée des arts décoratifs, à travers le design, à travers aussi, oui, beaucoup de vulgarisation du design dans la vie courante, que ce soit à travers Ikea ou d'autres marques. Les gens sont de plus en plus sensibles à l'esthétique de la vie quotidienne et de plus en plus sophistiqués, en particulier ici en France. Voilà. Alors, il s'agit pour elle, et à l'époque, de défendre une culture et un patrimoine qui a déjà tendance à tomber dans l'oubli. Oui, mais moi je suis frappée de ce que il y a la queue à toutes les expositions du musée des arts décoratifs, comme d'ailleurs à toutes les autres expositions. On se demande pourquoi toutes les expositions ne pourraient pas durer plusieurs années, tellement tout le monde s'y précipite. Ce qui prouve qu'il y a un appétit et un vrai goût et une vraie curiosité. Et donc moi je partage pas votre opinion que ça se perd. Je crois qu'on y revient. Alors, dans la vie quotidienne, on ne mange plus dans des couverts en argent du 18e, mais on essaye d'avoir des jolis couverts, souvent. Voilà. Oui, quand je dis que ça se perd, en fait, ce sont les médias qui n'en parlent plus, oui, persuadés que ça se perd. C'est un autre débat. Alors, votre mère, Cécile David-Veil, est aussi passionnée d'art, du musée d'Orsay. Elle s'est occupée du musée d'Orsay aussi. Elle s'est occupée, en fait, des amis du musée de Pompidou et donc des arts décoratifs. Pas vraiment d'Orsay, mais elle a été très impliquée dans les musées, comme mon père d'ailleurs. Voilà. Alors votre père, justement, il était passionné d'art, il était mécène, et il a présidé la banque familiale Lazare pendant 25 ans, et c'était vraiment un travail fou, puisque le journal Business Week à New York l'a surnommé le dernier empereur de Wall Street. C'est vrai. Et je me dis que peut-être il était assez content de ce titre. Pourtant, il était incroyablement modeste et humble et prudent, mais il était à l'ancienne. Je crois qu'effectivement, plus personne, sans doute, peu de monde vivent comme il a vécu. Et il vivait d'abord sur plusieurs continents, ce qui ne se fait plus parce que maintenant on comprend qu'il ne faut pas prendre l'avion toutes les 5 minutes. Ouais. Et il était un homme d'affaires au service des grands groupes. Et il faisait les choses vraiment d'homme à homme, hein. Voilà, c'était pas des organisations, c'était vraiment des rendez-vous avec les patrons pour savoir quels étaient leurs besoins, donc il se considérait comme un serviteur. Ouais. Voilà. Alors ce sont des exemples impressionnants pour l'enfant que vous étiez, Cécile David-Veil, parce qu'il a fallu grandir dans cet univers. Oui. Alors c'était un poste d'observation absolument passionnant pour moi, parce que alors c'était l'époque, ou en tout cas le milieu où on n'était pas complètement intégré dans sa famille. Je voyais pas beaucoup mes parents, ou assez peu. Parce qu'ils travaillaient beaucoup. Ils travaillaient beaucoup, ils étaient très occupés. Et on voyait des tas de gens avec lesquels autour desquels ils gravitaient. Et donc c'était tout un monde et tout un microcosme qui était intéressant à regarder. Voilà, il y avait une distance entre les parents et les enfants et des règles auxquelles il ne fallait pas déroger. Par exemple, à table le soir, il fallait être très très sage
massage, il y avait la fourchette au dessert, il y avait des tas de choses comme ça. Il y avait des tas de choses. Alors, effectivement, j'ai l'impression de parler d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. C'est le cas, oui. C'est vraiment le cas. Parce que je crois qu'on était déjà complètement en dehors du coup quand moi j'étais petite, ce qui nous ramène quasiment au 19e. J'étais élevée avec une nounou anglaise qui avait des principes très anglais, c'est-à-dire que par exemple, elle nous disait de mettre les mains sous la table, ce qui se fait aux États-Unis, en Angleterre, et quand ma mère débarquait pour le dîner, elle nous disait les mains sur la table. Donc on a tout de suite compris, mes sœurs et moi, très rapidement, que toutes ces règles de bonne conduite étaient éminemment relatives. Autant elles étaient obligatoires, autant elles dépendaient de l'interlocuteur. Oui, il y avait les dîners placés aussi. Oui, alors il y avait des tas de dîners. Alors il y avait des tas d'occasions dans lesquelles nous espionnions quand nous étions petites, puis progressivement on était acceptés en poste d'observatrice et donc effectivement il y avait dans des dîners placés et beaucoup d'instructions pour savoir comment faire la conversation, quelles étaient les règles. Toutes les règles de bonne conduite sur lesquelles je suis imbattable et qui ne veulent plus rien dire du tout à personne. Mais ça concernait 3000 personnes à Mais l'époque. absolument, déjà, à l'époque, c'était complètement saugrenu, mais maintenant, alors là, vraiment, j'ai l'air d'une dingue. En même temps, ça vous a appris beaucoup de choses. Mais ça m'a appris beaucoup de choses et ça m'a appris l'importance des règles implicites qui changent et qui évoluent avec le temps, mais dans tous les pays du monde. Et c'est vrai que j'ai appris après, quand j'habitais en Asie, un certain nombre de choses qu'il ne fallait surtout pas faire, comme prendre une carte de visite à une seule main, qui était une insulte. Ah oui, il faut les prendre à deux mains. Et donc, voilà, en fait, toutes ces choses, ou encore, évidemment, toucher la tête d'un Asiatique, d'un Birman, qui est de l'insulte suprême, ou encore croiser les jambes avec le pied pointé vers une personne, c'est atroce. Donc, voilà. Donc, oui. je me suis élargi mon lexique des règles de conduite, mais ça a toujours cours partout. Et je pense qu'il faudrait refaire des règles de conduite qui sont très différentes aujourd'hui, mais il y en a quand même. Oui, alors, moi je me souviens de Jacques Chazot qui était très très attentif à tout ça, qui avait fait son image de marque justement sur les règles de bonne conduite et les soirées mondaines. Il m'avait un jour expliqué qu'il ne fallait pas couper sa salade avec un couteau parce que en fait le vinaigre abîmait le couteau. Ah, ça c'est vrai que c'est une bonne idée. J'aimais beaucoup Jacques Chazot d'ailleurs, c'était un ami de ma mère et j'aimais beaucoup. Alors, il y a quand même pour une jeune fille une vie coincée à cette époque-là. On ne peut pas faire ce qu'on veut. Non, alors vraiment, on pouvait pas faire ce qu'on veut. C'était extraordinairement structurant, on va dire sur un plan positif, parce que du coup, on avait vraiment des règles très strictes. Et le côté un peu moins rigolo, c'est que du coup, on ne s'amusait pas beaucoup. Voilà, ça c'est vrai, on ne s'amusait pas. Mais au fond, la vie a été ça a été très utile. Ça m'a été très utile, cette éducation. En même temps, on ne se fait pas de copains et de copines comme d'autres personnes, non ? Oui. C'était pas évident de se faire des copines parce que comme je ne vivais pas de la même façon que les autres personnes qui habitaient de l'école et tout ça, j'invitais pas trop de gens à la maison. Et ouais. Tout ça se passait à New York parce que vous avez grandi à New York. Voilà, j'ai grandi pour une bonne part à New York et c'est vrai que ça n'a pas été. C'est très très différent de l'enfance que ont mes enfants et mes petits enfants parce que j'en ai. Donc ça n'a plus rien à voir. Mais ça m'a beaucoup aidé dans la vie de traverser cette enfance. C'était austère mais constructeur. Voilà. Il y a un film qui évoque cet univers, un film de Denis La Patelière qui s'appelle Les Grandes Familles. Derrière les vitres d'une Rolls, vous apercevez parfois leur visage. Au hasard des grandes manifestations parisiennes, à l'entrée d'un théâtre ou à la sortie d'un hippodrome, c'est un de mes films préférés. Alors, c'était des dialogues de Michel Audiard, qui d'habitude faisait des dialogues pour des truands, et là c'était plus compliqué, parce qu'il faisait parler un homme du monde. Et c'était extraordinaire. Ce film était tellement, d'abord très émouvant, et tellement drôle. L'ouverture sur, c'était, je crois, un enterrement, et où on voit toute la ville et tous les notables qui sont là avec tous les non-dits et les hypocrisies. C'était extraordinaire. Ça correspond un peu à ce qu'était votre famille ? Alors, ils étaient pas très hypocrites, mais de toute façon, ils étaient très impliqués dans une société qui était une société qui, comme toutes les sociétés, avait absolument ses hypocrisies. Oui. Malheureusement. Alors, on confond quelquefois ces grandes familles avec la jet set. Ça n'a rien à voir, non, Cécile David. Ça n'a rien à voir. Et effectivement,
moi, j'étais élevée de façon très stricte, c'est-à-dire que je n'avais droit à pas d'argent de poche. J'étais pas très très ravissamment habillée. Je ne vivais pas grand train. C'était relativement rude, hein. Mais par contre, oui, on nous disait que il fallait pas la ramener. Voilà, tout simplement. C'est la devise de la famille, ne pas la ramener. Ne pas la ramener. Et vos enfants, vous leur avez appris ça ou alors qu'ils ont mené une enfance plus joyeuse? Alors, j'ai essayé de rendre d'augmenter le curseur de la joie et un tout petit peu de leur transmettre la même chose. Et d'ailleurs, ils ne la ramènent pas du tout. D'ailleurs, personne n'a aucune raison de la ramener. Il faut dire ce qui est. Donc, ça vous a servi dans votre vie professionnelle, tout ça? Oui, ça m'a servi dans ma vie professionnelle. Je me rappelle que mon père, qui à l'ancienne me disait « Qu'est-ce que tu veux faire dans la vie ?» Et je lui ai dit, je ne suis pas tout à fait sûre. Et il m'avait dit, tu as 3 possibilités. Alors j'ai dit, ah bon? Alors il m'a dit, les assurances. Alors là, j'ai ouvert de grands yeux en me disant, mais quelle horreur. Alors les assurances, la banque, je me suis dit, oh non, non, pas la banque. Et après, il m'a dit, l'édition. Donc j'ai immédiatement dit, l'édition, je suis pour. Et il m'a dit, non, non, tu vas faire les 3. Et là, je me suis dit, oh non, oh non. Et en fait, il m'avait organisé des stages de 6 mois à 1 an dans chacun des endroits. Et dans l'endroit d'assurance, qui était vraiment encore comme un endroit du 19e, où il y avait des dames qui tapaient sur des, même pas des ordinateurs, et qui devaient lever le doigt pour aller demander de faire pipi. Je me rappelle encore de ça. Eh bien, dans cette compagnie d'assurance, j'étais employée aux écritures, c'est-à-dire le stade le plus bas. Il fallait que je demande la permission pour sortir prendre un café. Parce que ça, c'était pas le grade des employés aux écritures. On n'avait pas le droit de sortir prendre des cafés. Et je me rappelle que je me planquais pour aller voir le grand chef Manitou de cette maison, de cette compagnie d'assurance, en l'occurrence avec lequel je menais des parties d'échecs en planqué, parce que je m'échappais de mon bureau d'employé aux écritures et je montais en essayant de ne pas être suivie pour aller faire une partie d'échecs avec le patron. Et je me rappelle avoir été surprise un jour par quelqu'un qui a découvert le poteau rose et qui du coup m'a un peu demandé de placer un mot favorable pour lui, et j'étais désolée de voir que c'était triste en fait, hein, voilà. Enfin, il y a eu des moments plus gais, on va les évoquer à travers une autre date, le 8 mai 1996. À tout de suite sur Sud Radio avec Cécile David-Veil. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Cécile David-Veil. Nous parlerons tout à l'heure de votre nouveau roman La Cure chez Odile Jacob. On a évoqué votre enfance auprès de vos parents, mécènes, banquiers, à New York, une enfance pas toujours facile, et d'autres envies que de faire de l'assurance ou de la banque. Et c'est pour ça que j'ai choisi la date du 8 mai 1996, qui est la sortie d'un livre qui s'appelle Béguin. Béguin, sous le nom de Cécile de la Baume, votre nom de femme mariée. C'est votre premier livre? C'est mon premier livre, absolument. En fait, ça faisait longtemps que j'avais envie d'écrire, et justement parce que j'étais à un tel poste d'observation que j'avais envie de décrire ce que je voyais. Et puis, j'habitais en Asie et je me suis dit, bon, j'ai envie d'écrire ce que je connaissais à l'époque. J'étais assez jeune, donc je me suis dit, je connais un peu comment ça se passe une histoire d'amour entre un homme et une femme. Je me suis dit, j'ai envie d'écrire ce qui se passe vraiment, pas du flan. C'est-à-dire vraiment pas... En fait, souvent, dans un rapport amoureux, je me suis rendu compte quand même qu'on disait des choses, on faisait des choses, et on pensait des choses très différentes. Et donc, j'avais envie de faire les 3 états sur une liaison amoureuse, ce que pense du côté de l'homme et du côté de la femme. Et je me rappelais d'un film de Woody Allen qui se passait, c'était Annie Hall, et ils étaient sur un balcon. Et ils se parlaient, et en sous-titre, il y avait ce qu'ils pensaient, et qui n'avait rien à voir. Et donc, c'était l'idée. Et ben voilà, Annie Hall, justement, on va écouter la bande-annonce. Seems like old time. Woody Allen, dans ce film, c'est un humoriste névrosé qui tombe amoureux d'une femme délurée, c'est ça? C'est ça. Et voilà. Et dans mon livre, c'est une rencontre, et je me suis dit, je ne vais pas éluder la partie érotique, ce qui se passe dans un lit, parce que quand on raconte une rencontre amoureuse, si on ne raconte pas ce qui se passe vraiment, pourquoi est-ce qu'on le raconte? Donc, j'y suis allée avec la candeur de ma jeunesse, et en fait, je me suis rendu compte qu'en fait,
les gens avaient été un petit peu choqués, voire très choqués. Et ce qui est d'ailleurs, je me suis rendu compte depuis, parce que je l'ai relu, que c'était franchement gonflé. En fait, ce livre a fait scandale. C'était un célibataire qui est tombé amoureux d'une femme mariée ou réciproquement. Il y avait quand même des choses assez crues sur le sexe et l'amour. Et effectivement, on vous a défini comme l'auteur d'un roman immoral. Oui, alors en fait, ce que je voulais raconter aussi, c'est l'autonomie du désir. C'est-à-dire que quand une femme, dans un roman, a un désir qui n'est pas lié au sentiment amoureux, ou qu'elle se demande si jamais c'est lié, mais qu'elle se raconte pas d'histoire, donc elle peut se dire qu'effectivement, ça n'est purement que physique comme attirance. Alors là, du coup, on est déluré. Mais en fait, c'est tout de même vrai que et les hommes et les femmes ont souvent, pas fatalement le curseur au même endroit, mais c'est pas fatalement raccord le désir et le sentiment amoureux. Et donc, je crois que c'était ça qui était choquant, en plus des scènes érotiques du livre qui faisait 20 pages sur 200. Moi, je trouvais pas que c'était un livre purement érotique, mais ça a été considéré comme tel. Je comprends d'ailleurs à posteriori. Oui, en même temps, c'est une époque où ce genre de sujet était encore tabou. Aujourd'hui, ça serait passé sans le moindre problème. Sans le moindre problème, d'autant que c'était deux adultes consentants qui avaient absolument, je trouvais d'un classique absolument achevé. Oui. Et donc, c'est d'ailleurs comme ça que j'ai été publiée, parce que je ne savais pas du tout comment on était publié. Et en fait, ça a été par hasard. J'ai rencontré Niki Fasquelle, qui était la femme de mon futur éditeur, qui m'a rencontrée et j'étais très sage d'apparence, j'avais une petite barrette, et j'étais avec une femme qui avait l'air vraiment beaucoup plus affranchie. Et elle a compris que j'avais choqué cette dame affranchie, et elle a dit: ah non, bah alors si vous avez choqué avec votre manuscrit cette dame, je veux le lire. Voilà. Et c'est comme ça que c'est né. Alors, à l'époque, vous faites une émission avec Philippe Tesson qui vous taxe d'érotisme, et vous répondez en évoquant d'autres femmes qui ont écrit sur ces thèmes, à commencer par Pauline Réage, qui était en fait Dominique Horry, qui a écrit Histoire d'eau, mais elle a avoué simplement à 86 ans qu'elle était l'auteur de ce livre pour tenter de tomber amoureuse de Jean Paulhan, qui était son éditeur, un romancier célèbre. Et c'était un pseudo. Et vous aussi, vous avez choisi non pas de vous appeler David Veil, mais de vous appeler à l'époque de la Baume, qui était votre nom de mari. Alors, en fait, mes parents étaient enchantés de ce choix, parce qu'ils se sont dit, ouf, on n'a pas assumé. Mais en fait, c'était, là encore, avec candeur, c'était le nom de mon mari. Et comme je ne voulais pas avoir l'air d'écrire quelque chose derrière son dos, je voulais l'associer. Je suis pas sûre qu'il était enchanté. Enfin, lui a été adorable d'ailleurs, mais ma belle famille était peut-être moins enchantée. Mais voilà, c'était au fond quelque chose qui était de l'ordre de c'était vraiment de la loyauté. Je trouvais qu'il fallait l'inclure. Oui, mais vos parents étaient enchantés du livre ou pas du tout? Enchantés de ne pas être impliqués par quelque bien que ce soit. Et ils ont l'esprit large, donc ils étaient assez... le côté érotique ne les a pas vraiment choqués, mais ils étaient très contents de ne pas apparaître sur la couverture aussi. Hein. Et personne n'a su que vous étiez David. Si, parce que franchement, j'ai tout à fait renoncé à ne pas... à ce qu'on ne sache pas qui sont mes parents. D'ailleurs, je suis très fière d'eux, donc ça me va très bien. Alors, vos débuts au départ, c'est que vous êtes à New York, mais vous allez venir en France, Cécile David Veil, pour faire des études à la Sorbonne, des études de lettres. Oui. Pourquoi? D'abord, je lisais sans arrêt et j'avais envie d'écrire. Et je crois que... Voilà, donc j'étais enchantée de faire des études de lettres. Mais je crois que je ne suis pas quelqu'un qui... Je ne suis pas studieuse, je ne suis pas... je crois que mon enfance, où j'ai eu des professeurs de tout... j'ai même eu une préceptrice pendant 2 ans où je n'ai pas été à l'école, donc j'ai fait beaucoup de professeurs. C'est même du chic, oui. Je crois que j'aime bien faire les choses par moi-même, et autant j'ai adoré mes études de lettres, et en particulier la littérature comparée que j'ai trouvé passionnant. Autant le principe des études, je crois que c'était pas mon fort. Non, et vous avez fait, Cécile David Veil, quelque chose de rare, c'était un BTS édition. Oui. Ça, c'est assez rare, ça. C'est assez rare, mais parce que justement, j'avais envie d'un truc concret. Et d'ailleurs, je me suis beaucoup amusée, j'ai trouvé ça très intelligent, très amusant, et j'ai appris un métier, comment on faisait de la technique à la conception des livres. Enfin, j'ai trouvé que c'était, oui, vraiment un savoir qu'on me transmettait. L'édition vous a toujours fasciné? J'ai toujours aimé les livres, donc que ça soit pour les écrire, les lire, les corriger, ou
où les trouver, j'ai toujours trouvé ça passionnant. Ouais. Ouais, il y a eu des temps héroïques où il y avait une guerre permanente entre Gaston Gallimard et Bernard Grasset, fondateurs de leurs maisons respectives, pour publier les meilleurs auteurs, s'assurer les meilleures ventes. Et il y a 2 personnes qui les ont roulés, c'est Paul Morand et Jean Giono, qui ont signé 2 contrats avec les 2 pour le même livre avec des titres différents. Ah, c'est drôle. C'était en pleine guerre, il fallait avoir les meilleurs et ça a marché. Ah, c'est génial. C'est absolument génial. Alors Gallimard, justement, vous allez faire des stages chez Gallimard d'abord et dans d'autres maisons. Oui. Et voilà, je suis sûre qu'ils ne peuvent pas s'en rappeler, parce que c'était vraiment un stage. J'étais pas douée, hein. Oui. Je crois que j'étais pas très douée, mais c'était amusant. J'avais fait un petit séjour au service de presse. J'avais rencontré Romain Gary, des gens que j'étais absolument fascinée. Et puis il y avait un tout jeune Antoine Gallimard qui était encore avec son frère et son père. Et c'était très émouvant d'être dans cette famille, en fait, parce que c'est comme une famille. Il y a eu aussi des éditions du Cerf spécialisées dans la religion. Là, c'était autre chose. Là, c'était autre chose. Et puis, alors, je ne sais pas au monde pourquoi j'avais abouti là, parce que il est vrai que les vêpres et ce genre de choses m'étaient assez étrangers. Et donc, il y avait toutes les... Je ne sais pas combien d'heures. Je pense pas que c'était toutes les heures qu'il y avait des offices, mais c'était boulevard de la Tour-Maubourg où il y avait une chapelle. Et donc, il y avait la petite sonnerie de la messe, au cas où. Et puis, le premier manuscrit qu'on m'avait donné, à mon avis, pour m'occuper, parce qu'ils savaient pas quoi faire de moi, c'était sur les stigmatisés à travers les âges, alors que j'avais pris le soin de dire, je tiens à vous dire que je ne suis pas du tout religieuse et je ne sais pas du tout de quoi il s'agit. Ben voilà. Et heureusement, vous avez changé de maison d'édition et même vous êtes passé de l'autre côté du manuscrit. On va l'évoquer à travers une autre date, le 18 janvier 2010. À tout de suite sur Sud Radio avec Cécile David-Veil. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Cécile David-Veil. Nous parlerons tout à l'heure de ce roman La Cure chez Odile Jacob. On a parlé de vos débuts, de votre enfance particulière à New York, de vos débuts dans l'édition. Eh bien, 18 janvier 2010, vous savez ce qui s'est passé? C'est votre première et dernière télé au fil de la nuit. Ce soir, c'est la dernière de la saison. Oui, alors, mission de Michel Field, et j'ai beau chercher dans les archives, vous êtes la seule télé de votre carrière sous le nom de Cécile David-Veil pour les prétendants, c'est cette émission de Michel Field. Vous Oui, vous souvenez? absolument. Oui, je me rappelle. Oui, je me rappelle qu'il y avait le fils Tesson. Le fils Tesson, bien sûr, qui était là. Je me rappelle, qui était là. Et ouais, c'était très intimidant. La télévision, c'est très intimidant, contrairement à la radio. Parce que de se voir comme ça sur les retours, c'est très intimidant. Mais c'était la nuit, hein, donc il y a moins de téléspectateurs. Oui, non, mais en fait, peu importe si même personne ne regarde, c'est le dispositif qui est bizarre et qui est pas très très naturel. Donc, moi, j'étais oui, à mon avis, il y avait peut-être pas énormément de spectateurs, mais je vous dis, ça changeait rien pour moi. Mais c'est votre seule télé en France, sérieusement, jusqu'à aujourd'hui. Ah, mais c'est possible, ouais. Non, mais enfin, c'est un peu logique, je suis pas une énorme star. Non, mais vous avez fait des livres quand même. Alors, ce livre, ça s'appelait Les Prétendants. Ouais. C'était l'histoire de 2 sœurs qui veulent sauver une maison de famille au Cap d'Antibes, et c'est inspiré de la réalité. Alors oui, c'est inspiré d'une maison qui a existé, et en fait, j'ai trouvé nous avions un mode de vie qui était tellement romanesque et qui était tellement daté et qu'elle est tellement certainement passé que j'avais un peu envie de le capturer et de le raconter. Et donc, et puis j'aime toujours les univers clos avec leurs propres règles, et donc je trouvais qu'on avait beaucoup à dire là-dessus. Et après, j'ai évidemment brodé une comédie qui se passait dans cette maison, et j'avais imaginé 2 sœurs qui voulaient faire un casting de prétendants riches pour sauver la maison de famille qui devait être vendue. Voilà. Cette maison de famille, c'était un palais. Il y avait des ascenseurs, il y avait des tas de choses. Alors, c'était un palais, mais un palais aux normes d'autrefois, qui était entouré de maisons qui avaient été achetées par des gens qui venaient d'Arabie Saoudite, ou des Grecs, ou des Russes, qui eux-mêmes étaient des palais qui trouvaient vraiment lamentable la maison, justement tellement française. Et donc, par exemple, pour tuer des moustiques, ils avaient des appareils considérables, et nous avions de la citronnelle dans des fonds de cendrier. Donc, c'est amusant de voir qu'est-ce qui est considéré comme somptueux et raffiné, et jugé par le voisin d'à côté complètement lamentable et pauvre et austère, et vice-versa. Nous trouvions qu'ils vivaient de façon
incroyables, avec des salles de bain incroyables, et que tout ça était d'un goût très douteux. Donc c'est vraiment la rencontre des anciens riches avec les nouveaux riches. C'est là où vous avez passé toutes vos vacances d'enfance. Voilà, exactement. Et alors, dans ce lieu, vous avez vu défiler le tout Paris avec les gens qui sont quelquefois très intéressés. Vous n'êtes pas dupe de tout ça, Cécile David-Weill. Non, c'était une chance incroyable de voir, parce que quand les gens sont en poste et qu'ils ont une certaine importance dans un métier, ils sont évidemment l'objet de gens qui sont contents d'être là, ou qui ont des choses à demander, ou qui ont des choses à y faire. Et donc c'est tout des tas de gens qui gravitent, toute une société qui gravite, et que je vois maintenant, qui se transportent pour aller rencontrer d'autres gens qui réussissent. Ce sont des courtisans, des amuseurs, des hommes d'affaires. Des hommes d'affaires. Donc c'est toute une faune que j'ai vu fonctionner et qui est très amusante à observer. Moi, je me souviens de quelqu'un que j'avais rencontré. Il avait été dans un dîner mondain à la fin. La maîtresse de la maison lui avait dit « Cher monsieur, vous êtes content de votre soirée ?» Et il lui avait répondu froidement « Qu'est-ce qu'on s'emmerde chez vous ?» Elle avait pris ça pour un compliment, la dame. Car c'est vrai que c'était pas toujours joyeux. En même temps, il y avait des banquiers, il y avait aussi les présentateurs du 20h, il y avait des couturiers, le prix Goncourt. Enfin, tout le monde défilait chez vous. Oui, c'était une société où on essayait de mélanger des gens de tous horizons, ce qui se fait moins, parce que les gens maintenant se voient entre gens de la mode, entre gens d'art contemporain et tout ça. C'était une idée qui était beaucoup plus 1960, où il fallait avoir un académicien, c'est plus comme dans les grandes familles, justement, le film de Granier de Fer. Donc il y avait un peu de tout. Et là, vous reprenez votre nom, Cécile David-Weill, et vos parents ne vous en veulent pas. Non, exactement. Là, ils ne peuvent absolument rien dire, parce que voilà, c'est un livre qui se passe dans une cure ça, celui-là, mais même déjà dès ce livre-là, ah oui, les prétendants. Ouais. Non, écoutez, ils étaient très contents que ça soit une comédie et que ça soit un roman. Pour ma mère, c'était plus difficile de voir décrite sa maison, au fond. Et elle a dû se réconcilier avec cette idée. Mon père me disait, je comprends pas très bien qui ça peut intéresser. Oui. Mais parce que on mesurait pas tellement que c'était vraiment romanesque. Voilà. Et en même temps, ce livre a eu du succès parce qu'il y a ceux et celles qui ont essayé de mettre des noms sur les têtes que vous racontiez. Oui, voilà. C'était considéré comme un roman à clé. C'était un peu vrai et un peu faux comme d'habitude, c'est-à-dire que c'est souvent inspiré de certaines personnes, tricoté avec d'autres, et donc il n'y a pas vraiment de personnes qui pourraient se dire c'est moi, même si certains se sont reconnus et n'ont pas beaucoup aimé. Oui, ce qui a contribué au succès du livre. Oui. Et il y a un film aussi d'ailleurs, dont voici la bande originale, qui prouve que ces mœurs-là n'ont pas changé depuis le XVIIIe siècle. Que sollicitez-vous à Versailles ? La charge d'assainir les marais de la Tombe. Le film de Patrice Lecomte, c'est vrai que là aussi, ça correspond à l'univers que vous avez connu, Cécile David-Weill. Oui, mais parce que la France a l'habitude d'être une royauté, et que les royautés, il y a les courtisans, et c'est vrai que ça perdure dans tous les milieux. Et je veux dire, je pense que ça n'est pas dans d'autres pays de la même façon. En même temps, c'est assez particulier parce que vous expliquez dans ce livre qu'il y a les nouveaux riches et les anciens pauvres. C'est pas du tout la même chose. Non, c'est pas du tout la même chose. Et d'ailleurs, ils ne réagissent pas du tout de la même manière. Et en plus, cette maison, je l'ai située au Cap d'Antibes parce que c'est très intéressant. Ça n'est pas du tout la même sociologie que Saint-Tropez, où ce sont des gens qui, effectivement, sont des fêtards qui vont dans des boîtes de nuit, ou alors sont beaucoup plus aiment bien le côté couleur locale, du pastis, à la bonne franquette. Et le Cap d'Antibes, c'est pas du tout comme ça. Oui, ce sont des familles qui sont là depuis des décennies, on se transmet les habitudes de génération en génération, alors qu'un Berlusconi ou un Murdoch qui arrive, ils n'ont pas les mêmes traditions. Voilà, ils n'ont pas les mêmes codes, et on va chez les gens, chez les autres, en train de regarder comment c'est chez le voisin. On arrive avec toute sa maisonnée, puisque ce sont des grandes maisons et on a beaucoup d'invités. Et donc, on se dit, est-ce qu'on peut venir déjeuner chez vous ? Nous sommes 20 et vice-versa. Et là, dans ce cas-là, ce sont les domestiques qui sont mis à contribution que vous défendiez dans ce livre. Oui, oui, parce que c'est là encore. Vous vous rappelez, il y avait
il y avait une série qui s'appelait Upstairs, Downstairs. Oui. Et où il y avait, et c'est un peu Downton Abbey aussi. Oui. Et c'est exactement ça, c'est-à-dire qu'il y a l'étage du personnel et il y a l'étage des habitants de la maison qui ne sont pas en train d'y travailler. Et je me suis rendu compte que, bon, dans cette maison, comme dans Downton Abbey, il y a tout un couloir de chambres et je me suis rendu compte que c'était autant eux connaissaient tout de nous, autant nous ne connaissions pas tant de choses que ça sur eux. Et je me suis rendu compte de ça et je me suis dit, pour faire des personnages, ça va être difficile parce que je me suis dit non, justement, ce qui est intéressant, c'est que nous ne savons pas tant que ça. Et donc, c'est des gens qui contribuent à la vie de la maison de façon extraordinaire. Et ce sont des personnages incroyablement attachants. Et donc, oui, j'en ai parlé parce que c'est une double vie qui cohabite. Donc, moi, je voulais leur rendre hommage. Ouais. Alors, il y a aussi une cohabitation entre Paris et New York. Et New York, il y a une chanson qui évoque votre vie et un livre que vous avez écrit. Liza Minnelli, avec cette chanson qui a été reprise d'ailleurs dans d'autres films, dans Highlander, dans Madagascar, dans Spectre, le 24e James Bond. Et vous avez consacré des chroniques à New York, d'un New York léger, qui ont eu un certain succès aussi, Cécile David-Weill. Oui, en fait, quand je me suis installée à New York, il y a 16 ans, eh bien, j'ai voulu prendre le rôle de Candide dans cette ville. Je me suis rendu compte que les Français ont une passion pour New York, une passion tout à fait étonnante parce que les Français, souvent, ils sont pas très contents de beaucoup de choses dans leur propre ville. Et quand ils viennent à New York où les conditions sont effroyables parce que c'est très dur, il y a beaucoup de cafards, il y a des rats, il y a vraiment des conditions qui peuvent être... Il y a plus de rats qu'à Paris ? Ah, mais c'est sans comparaison. Faut leur envoyer à Hidalgo, alors. Oui. Et je trouve que les Français ont un espèce de béguin pour New York qui est inexplicable. Et je comprends parce que c'est une ville fascinante et je comprends leur amour. Mais ils perdent absolument le sens critique qui est si aigu et qui fait leur charme aussi quand ils sont de retour en France. Et j'ai voulu leur montrer tout un pan de New York qu'ils n'avaient pas l'air de connaître, alors que pourtant c'est une ville sur laquelle beaucoup de gens s'expriment et où les plus grands auteurs ont fait le portrait de cette ville. Mais par exemple, quand j'expliquais que d'avoir un lave-linge dans son appartement est un luxe suprême à New York, les gens ouvraient des grands yeux, en me disant, mais comment ça? Mais j'ai dit, mais oui, alors c'est de moins en moins vrai, mais quand je m'y suis installée il y a 15 ans, avoir un lave-linge, c'est un truc qui c'était écrit dans l'annonce immobilière. Il y a un lave-linge. Parce que sinon, au fond, la plomberie de ces immeubles est tellement vieille que tous les lave-linges étaient au sous-sol et on mettait des pièces comme dans les films américains, où on voit tous les gens qui se retrouvent dans la cave en train de mettre des pièces dans le lave-linge, quoi. Eh bien, c'est ça. Donc, New York, c'est aussi beaucoup de choses qui sont vraiment rudes. Un aéroport à New York, on a l'impression de voir les acariens bouger dans la moquette tellement c'est sale et vieux, alors que quand on arrive à Roissy, c'est tellement rutilant que du coup on s'y casse le poignet parce que on glisse sur le marbre. C'est ce qui vous est arrivé en venant à Paris. Alors il se trouve que ce livre vous a permis d'écrire des chroniques sur le .fr et vous avez arrêté parce que finalement le temps aujourd'hui n'est plus à la légèreté à New York comme ailleurs. Ouais, j'ai trouvé qu'à un moment donné c'était difficile. C'était difficile et c'était quand Trump est arrivé au pouvoir et quand Trump annonçait des choses genre je pourrais tuer quelqu'un sur la 5e avenue, personne ne s'en offusquerait. Je me suis dit je ne peux plus être dans le registre de la légèreté et c'est tellement difficile d'être dans un fil de légèreté sans tomber dans la moquerie ou dans l'amertume. Et donc je me suis dit c'est mieux d'arrêter. Et vous avez décidé de faire autre chose et de passer à d'autres sujets. Exactement. Eh ben, ces sujets, on va les évoquer à travers une autre date, le 8 mars 2023. À tout de suite sur Sud Radio avec Cécile David-Weill. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Cécile David-Weill. On a parlé de votre enfance avec votre famille de mécènes. On a parlé de vos premiers livres, de vos débuts et de New York. Et là est sorti le 8 mars 2023 un roman, La Cure, chez Odile Jacob. Alors là, on est dans un univers très différent. Vous racontez une histoire, un roman bien sûr, qui se déroule dans une clinique en Espagne, à Marbella, où l'on vient pour perdre du poids, ce qui est très différent de l'image de Marbella qu'on connaît avec la fête permanente.
C'est vrai. Mais c'est un bon endroit en même temps pour y aller, pour perdre du poids. Il fait beau tout le temps. On peut voilà, se balader sur la plage. Et c'est un univers très 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 amusant à décrire parce que c'est un univers clos, c'est clinique médicalisée où non seulement on peut faire juste un régime pour maigrir, mais aussi on fait du jeûne. Et donc c'est une expérience très particulière, le jeûne, qui fait que les gens qui y viennent ne sont pas simplement des gens qui veulent perdre quelques kilos comme ça de façon, j'allais dire, détendue. Ce sont souvent des gens qui sont dans des crises existentielles et qui veulent faire le point sur leur vie. Et donc c'est ça comme point de départ avec des gens qui ont des vraies motivations qui seraient plus comme des gens qui iraient dans un couvent, vous voyez, pour faire une retraite laïque en l'occurrence, et avec tout ce qui est autour, c'est-à-dire tous les soins, les traitements qui sont quand même assez drôles à décrire parce que il y a vraiment des trucs très rigolos entre les bols tibétains, voilà, il y a tout un univers très romanesque avec des gens qui vous proposent des soins de tous ordres, qui sont souvent des descriptions, j'espère, assez drôles. Alors, comment est née cette idée et pourquoi ce livre, Cécile David-Weill? Alors, cette idée est née parce que j'y ai été. Ah bon? Et je me suis dit, oh, alors ça, comme univers, c'est extraordinaire, c'est un endroit où les gens se rencontrent, des gens qui ne devraient pas se rencontrer. Donc des gens extraordinairement traditionnels qui rencontrent des acteurs, des gens seuls qui finissent par se faire des amis. Et évidemment, des hommes ou des femmes qui viennent rencontrer l'âme sœur aussi, sous couvert de faire une cure. Et donc j'ai trouvé que c'était un univers qui était très amusant et que je voulais décrire. Et aussi parce que c'est beaucoup moins superficiel qu'il n'y paraît de vouloir changer. Parce que de vouloir changer de corps, c'est vouloir changer beaucoup de choses. Et c'est un endroit où les femmes, c'est un endroit où je pouvais raconter plusieurs femmes de générations différentes. Il y en a une qui a une 40aine d'années, une autre 50, une autre 65, une autre 85. Donc 4 femmes de générations différentes de la maturité qui envisagent un peu tout ce qui leur arrive, c'est-à-dire le mariage, le corps, le poids, la sexualité, l'ambition professionnelle, la spiritualité, enfin tous les sujets pour montrer des tas d'approches différentes qui sont en fait à un extrême. Il y a des gens d'autrefois où on avait cette image d'autrefois de femmes au foyer, et puis maintenant il y a des féministes très actives et qui sont très vigilantes, mais il y a tout un éventail de gens, de femmes entre deux qui ont des approches très différentes, et je voulais montrer cet éventail. Voilà. Et en fait, ces lieux sont encore très méconnus. On parle de cure, mais on ne sait pas dans le grand public que des lieux comme celui-ci existent, Cécile David-Weill. C'est vrai. Alors nous, on a l'habitude des cures thermales d'abord parce qu'on en a qui sont formidables, qui sont pour partie remboursées par la sécurité sociale. Mais cet endroit-là, de même qu'il y en a aussi en Suisse, ce sont des cliniques médicalisées. Et donc c'est avec des médecins. Et ça n'existe pas en France. En France, il est possible de faire des jeûnes, mais à ce moment-là, on n'est pas surveillé par des médecins et on fait de la randonnée. Voilà. Mais ces cliniques spécialisées dans le jeûne, suivi médicalement, il y en a en Allemagne, il y en a en Suisse, il y en a en Espagne, mais il n'y en a pas en France. Et on vous promet que vous allez paraître 40 ans pour les 20 ans à venir. Alors non, en fait là, c'est une des héroïnes qui sent cette pression incroyable de devoir paraître 40 ans pendant 25 ans. Parce que maintenant, voilà, 60 c'est le nouveau 40, 70 c'est le nouveau 40... Et donc, il y a une pression incroyable de jeunesse qu'on peut vivre plus ou moins bien ou qu'on peut rejeter. Alors, le point de départ, c'est une chroniqueuse gastronomique qui est célèbre pour ses recettes à la télévision. Elle va faire une cure de 12 jours. Il faut se dire que les chroniqueurs gastronomiques ont toujours été gros, par principe. Non? Oui, en tout cas, elle lutte contre ces problèmes de poids depuis toujours, cette chroniqueuse gastronomique. Elle espérait qu'en faisant de son métier la nourriture, elle arriverait à rationaliser son problème avec la nourriture.
elle n'y arrive pas et au bout de course, après avoir fait pas mal d'économies parce que ça n'est pas donné et se faire aider par sa copine plus argentée, elle arrive dans cet endroit et à travers ses yeux et les travers de tous les personnages, il y en a 5, on découvre l'endroit et les raisons pour lesquelles chacun est là. Voilà. Alors, il faut savoir que les chroniqueurs gastronomiques, il y en a des formidables, à commencer par Vincent Ferniaud, qui est sur Sud Radio tous les dimanches. Et moi, j'ai connu un chroniqueur gastronomique qui aurait dû aller dans cette clinique, parce qu'il était vraiment énorme. Il avait fondé un journal qui était un journal qui paraissait quand il en avait envie. Ça lui permettait d'être invité à déjeuner, à dîner partout avec sa femme, qui avait un sac réfrigéré pour emporter dans les cocktails tous les restes. Ah oui. Ah non, ça c'est génial. Alors elle est une chroniqueuse gastronomique contemporaine, c'est-à-dire qu'elle essaye de faire des plats qui sont locavores, végétariens, mais ça ne la rend pas du tout plus comment dire, plus saine sur le sujet. C'est-à-dire qu'au lieu de craquer simplement pour des croissants et des millefeuilles et de la daube d'autrefois, elle craque aussi sur du matcha, des trucs de maintenant qui en fait ne font que contribuer à son problème. Donc voilà, elle a bien besoin d'y aller. Voilà. Alors il se trouve qu'il y a 12 chapitres, 12 jours, car vous racontez cette chronique au jour le jour, avec à chaque fois le poids qui diminue en fonction des jours passés de jeûne et de diète. Voilà, parce que Christine, cette chroniqueuse gastronomique, c'est la seule qu'on suit sur le sujet de la perte de poids et qu'elle va tous les matins voir l'infirmière, la peser et donc on a sa perte de poids, on a sa tension artérielle et on a tous ces problèmes vis-à-vis de la nourriture qui sont, comme on sait, beaucoup plus qui ont des origines multiples, aussi bien psychologiques que de plein d'origines. Et donc, dans cette approche de la nourriture, on va vers l'enfance, vers l'estime de soi, plein de sujets qui sont liés au problème de poids et qui sont souvent éludés, en fait, dans la légèreté avec laquelle on évoque parfois des régimes et tout ça. Alors, j'ai voulu faire à la fois quelque chose de drôle, de léger, et à la fois parler vraiment de ce problème douloureux et qui en l'occurrence, il y a des tas de gens dans cet endroit que j'ai trouvé passionnant et qui avaient des réponses, donc j'ai trouvé ça génial. Oui, en même temps, effectivement, ça et ceux qui nous écoutent ne vont pas forcément dans une clinique, mais ils ont des problèmes de poids et vous les alertez en filigrane à travers ce livre, Cécile David-Veil. Absolument, mais il y a aussi toutes les autres personnes qui sont pas vraiment là pour le poids et qui sont pas vraiment là pour les problèmes de nourriture. Alors, il y a par exemple une dame qui est médium et qui, en fait, a été dépêchée par ses filles qui trouvent qu'elle est beaucoup trop grosse mais elle n'a aucune envie de maigrir, cette dame. Elle va très bien et elle, en l'occurrence, elle a besoin de la nourriture pour la ramener à des choses plus terre à terre que ses visions et ses de médium. Donc, elle n'a pas du tout le même profil, par exemple. Et puis, il y a une dame qui a 85 ans, qui est veuve d'un restaurateur, qui a beaucoup d'argent. C'est un milieu que vous connaissez bien. Et avec un monsieur qui va lui courir après. Voilà. Parce que, au fond, c'est un endroit, on peut se dire, qui pourrait tout à fait attirer des gens qui n'ont pas les meilleures intentions du monde. Parce que si jamais on cherche une dame argentée, un peu esselée, qui n'a pas beaucoup de famille, eh bien, c'est un bon endroit. De même que c'est un bon endroit sans doute pour trouver un homme seul quand on est une femme seule. Donc, j'ai imaginé un monsieur pas très bien intentionné, lancé au milieu de ces 4 femmes. Et au fond, comment on réagit quand on voit une dame éventuellement tomber amoureuse d'un monsieur qui n'a pas les meilleures intentions? Est-ce qu'on essaye de l'alerter? Ou est-ce qu'on on se dit qu'après tout, la pauvre, finalement, est-ce que c'est pas la chance de sa vie? Exactement. Alors ce monsieur conseille les riches clients, on l'appelle le petit frère des riches, à ne pas confondre avec Régine qu'on appelait la petite sœur des riches. Et vous connaissez l'histoire, c'est que Régine monte sur une balance qui parle et que lorsqu'elle monte sur la balance répond pas 2 personnes à la fois s'il vous plaît. C'était une autre chose. Alors ça veut dire que pour ce livre, vous avez mené une enquête auprès de médecins. Oui. Cécile David-Veil. Oui, j'ai fait beaucoup d'enquêtes sur les sujets du jeûne et sur toutes les techniques thérapeutiques, que ce soit l'acupuncture, les thérapies crânio-sacrales, enfin, je vous en passais des meilleurs, y compris les lavements et autres joyeusetés auxquelles on doit s'adonner quand on va dans ce genre d'endroit. Et donc, je voulais faire que ça soit juste sur un plan médical et scientifique, et en particulier le déroulé d'une cure où, au fond, on sait
on sait au bout de 3 jours qu'on va mieux, on sait à peu près ce qui va se passer, même psychologiquement. Et y compris les éveils spirituels qui arrivent quand on fait un jeûne. On sait que c'est quelque chose qui est traditionnel. Tous ceux dans l'histoire qui ont fait des jeûnes de 40 jours. Donc, je me suis beaucoup intéressée au jeûne, et puis je me suis beaucoup aussi intéressée à tout ce qui a trait aux médiums. J'ai lu énormément de biographies de médiums pour pouvoir être juste et parler de plein de phénomènes paranormaux qui sont dans ce livre. Et des phénomènes aussi nouveaux, avec des traitements nouveaux. Vous parlez de traitements révolutionnaires, que le traitement de thérapie électrogalvanique. Je ne sais pas ce que c'est, le grand public ne sait pas ce que c'est. Non, voilà, il y a plein de thérapies complètement insensées. Alors évidemment, je pense que les gens qui font des cures thermales doivent connaître, parce qu'il s'agit de rentrer dans une baignoire avec des électrodes, ce qui peut faire un peu peur de prime abord, mais l'idée c'est que le courant électrique va vous guérir, va rediriger votre énergie, va tonifier beaucoup de choses. Et donc, là encore, le jeûne est bon pour plein de choses. J'ai appris, il est bon pour tout ce qui est inflammatoire, pour tout ce qui est des choses où on a de l'arthrose, de l'arthrite. Et donc, voilà, tout ça, j'ai beaucoup travaillé, et en plus j'ai beaucoup travaillé pour que ça soit glissé, l'air de rien, dans le livre, pour pas que ça soit lourd, parce que on n'a aucune envie d'avoir un traité sur le jeûne, c'est casse-pied. Et donc voilà, l'idée c'était de le glisser par petites touches pour qu'on soit à peu près au courant, et que ça soit pas lourd, et en fait j'ai voulu quand même un truc où on a envie de continuer et qu'on peut pas s'arrêter, parce qu'il y a quand même un petit suspense. Voilà, donc effectivement, il faut pas être lourd quand on parle d'un livre où on doit perdre du poids. Et il y a une chanson qui évoque justement le contraire de ce que vous racontez, Sylvie Veil. La cuisine qui retient les petits maris qui se débile. Juliette Gréco, La cuisine. Une chanson d'ailleurs où au moment où elle s'est séparée d'Aril Zanuck, avec qui elle vivait aux États-Unis. Et c'est vrai que dans ce livre, et c'est pas joyeux, on a des potages, des tisanes avec des légumes ou des plantes. Ça donne faim, ça donne pas faim, vous voyez. Non, ça donne pas faim. Mais ce qui est très amusant, c'est qu'il y a une camaraderie, une solidarité qui se tisse entre les gens qui subissent des trucs pas très agréables. Donc ils disent tu as faim toi, ou est-ce que tu as déjà passé au lavement? C'est un peu comme un rite initiatique où on s'amuse et on se tient au courant de si on tient le coup ou si on ne pense qu'à la nourriture. Par exemple, il y a beaucoup de gens qui passent leur temps à se donner des recettes de cuisine de ce genre d'endroit pour survivre. Et puis, alors après, il ne faut surtout pas aller en ville, parce que les odeurs qui se dégagent des cafés et des restaurants, ça c'est dramatique. Et ça touche beaucoup de gens, ce phénomène de cure aujourd'hui, Cécile David Veil? Je crois que ça en touche beaucoup. D'abord parce que je crois que les gens, ils ont envie d'être en forme, et que c'est un des moyens. Pas besoin d'aller dans ces endroits spécialisés spécialement. Il y a plein de façons. Mais le détox est quand même... il s'agit de détox, c'est un autre mot pour une cure au fond. Les gens ont envie de prendre soin d'eux, et ils ont envie de choses naturelles, et ils ont envie d'aller bien physiquement. Et donc, et bien sûr, si possible, aussi dans la tête. Donc c'est des endroits où je crois qu'il y a de plus en plus de gens qui sont attirés par des concepts où on fait de la randonnée et du jeûne en même temps, où on fait des cures thermales, où on essaye de se remettre en forme. Et j'ai noté que quand j'étais revenue de cette cure, on m'avait dit « Alors, ça se passe comment? Est-ce que tu as faim? Mais est-ce qu'il y a quelque chose ?» Et donc, il y a une curiosité pour comment ça se passe, parce moi, la plus grande surprise que j'ai eue, c'est que je m'étais dit que j'étais totalement incapable de ne pas manger pendant 14 jours. Eh bien, pas du tout. En fait, ce qui est fascinant, c'est à quel point on est heureux de voir qu'on est autonome, et qu'au bout de 3 jours un peu difficiles, on est enchanté, voire euphorique. Eh ben voilà, j'espère que celles et ceux qui nous écoutent seront euphoriques en lisant La cure chez Odile Jacob, votre livre Cécile David Veil, un livre que je recommande à celles et ceux qui, dans leur cœur, dans leur tête et dans leur esprit, veulent perdre du poids. En tout cas, c'est un livre de poids, justement. Merci beaucoup. Merci. Les clés d'une vie, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve bientôt. Restez fidèles à l'écoute de Sud Radio.